Céline Bachelier, psychologue clinicienne et psychanalyste et également psychologue expert près la Cour d'appel de Grenoble. J'exerce en libéral en cabinet et j'interviens aussi auprès d'institutions comme l'aide sociale à l'enfance. Alors, avant de parler de la sexualité des jeunes, je vous explique 2 ou 3 concepts au sujet de la sexualité. Donc la sexualité, je dirais qu'elle se met en place, elle arrive en même temps que l'être humain qui naît. Simplement, elle s'éveille peu à peu. Le grand moment où l'enfant découvre son corps, c'est lorsqu'il commence à le maîtriser, qu'il a maîtrisé la miction, qu'il découvre le plaisir de la défécation, de la miction, etc. Donc là, il découvre que son corps peut être source de plaisir. Et donc là, on date à ce moment-là l'éveil à la sexualité. Là, on parle de sexualité infantile. C'est-à-dire que l'enfant, il découvre le corps en tant que source de plaisir, mais il n'a pas encore découvert le désir. C'est-à-dire que son corps est source de plaisir sans prendre en compte le désir de quelqu'un d'autre ou le fait de désirer quelqu'un d'autre. La question du désir, elle survient après la période édipienne. Alors, je rappelle ce qu'est la période édipienne. La période édipienne, c'est ce moment où le petit enfant est attiré par son parent de sexe opposé, où on peut par exemple entendre les petits garçons dire à leur mère tu serais ma princesse, moi je serais ton chevalier et papa serait le méchant dragon que je vais tuer, ou la petite fille dire à son papa je suis ta princesse et je vais me marier avec toi quand je serai grande, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe, et le rôle du parent à ce moment-là, c'est de dire à son enfant non, on ne se marie pas avec son père, on ne se marie pas avec sa mère, on ne se marie pas avec quelqu'un qui est différent de sa propre génération. Pour se marier, on va chercher quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre, on va le chercher ailleurs. Donc quand les parents disent ça, ils posent l'interdit de l'inceste, et ils posent également le fait que le désir qu'on peut avoir, il est aussi soumis au désir de l'autre. C'est-à-dire que pour avoir un lien amoureux et sexuel, il faut aussi que l'autre le désire. Sinon, rien n'est possible. Voilà. Donc, en ce qui concerne la découverte de la sexualité chez les jeunes aujourd'hui avec les réseaux sociaux, justement, on assiste à quelque chose où le désir n'est pas pris en compte et où tout ça est mis à mal. C'est-à-dire que très souvent, les jeunes découvrent à travers leur téléphone portable la sexualité à travers la pornographie. Donc, qu'est-ce que c'est la pornographie? Bon, d'abord, c'est un acte sexuel sans désir, sans lien, sans relation. Et c'est un acte sexuel où le désir de l'autre n'est pas pris en compte. On pourrait presque parler de viol. Et où en tout cas l'autre est assimilé à un objet de consommation, un objet destiné à satisfaire la pulsion sexuelle, sans prendre en compte la question de son désir ou de son absence de désir. Et il perd sa fonction de sujet, de jeu, et il est assimilé à un objet de jouissance. Il devient l'objet de jouissance de l'autre. Je crois que c'est un des premiers effets de l'impact des réseaux sociaux sur la sexualité des jeunes. Le deuxième effet, moi, que j'ai pu déceler dans ma pratique, c'est ce que j'appelle les conduites de harcèlement sexualisé. C'est-à-dire, souvent, dans l'enceinte du collège, il y a une fille qui est prise pour bouc émissaire, victime, qui devient harcelée, et à qui les garçons vont demander une prestation sexuelle, alors le plus souvent une fellation, sous la menace, c'est-à-dire que soit elle est menacée d'avoir une réputation, comme disent les jeunes, soit elle est menacée qu'on puisse s'en prendre à sa famille, à sa petite sœur, ou je ne sais. Donc elle cède. Et lors de cette prestation sexuelle, il y a un copain ou une copine, parce que ça peut être aussi dans le cadre de la bande, qui filme et qui diffuse sur les réseaux sociaux. Et alors là, la pauvre fille, elle est laminée par tout le collège, par tout le village. Et là, on est vraiment aussi dans l'utilisation des réseaux sociaux, où l'acte sexuel ne devient plus non plus intime. On est encore dans la pornographie, là. On est encore dans la consommation du sexe, où l'autre, il n'est pas assimilé à une personne désirante. Parce que la pauvre fille, on ne lui demande pas si elle est d'accord ou pas. Donc ça, moi, c'est les 2 principaux effets des réseaux sociaux que j'ai pu relever dans le cadre de ma pratique. Je dirais que la question ne se pose pas en ces termes, parce qu'en ce qui me concerne, je n'ai pas, dans le cadre de ma pratique, vu émerger ce type de questions. Par contre, dans le cadre des expertises judiciaires,
j'ai pu noter l'émergence de certaines problématiques, et en particulier les problématiques de découverte de la sexualité du corps de l'autre chez les enfants, on va dire jeunes. Donc, qu'avant on qualifiait de touche pipi ou de jouer au docteur, qui aujourd'hui, en cas de révélation, prennent des proportions, moi je dirais un peu démesurées, parce qu'elles deviennent judiciarisées, et qu'on peut se retrouver avec deux ados qui au départ avaient joué au docteur, avaient découvert le corps de l'un de l'autre, qui se retrouvent dans une situation où il y en a un des deux qui est accusé de viol, et l'autre mis à la place de victime. Ce qui n'existait pas avant, parce que ça se réglait en général au sein des familles par une paire de claques, et puis c'était, ça faisait partie de la découverte de la sexualité. Aujourd'hui, c'est pas le cas, parce que c'est très judiciarisé. En premier lieu, il y a le contrôle parental. Alors, le contrôle parental, en général, il y a très peu de gens qui l'utilisent, soit parce qu'ils ne le savent pas, soit parce qu'ils ne savent pas faire, soit parce qu'ils font confiance à leur gamin. Mais le contrôle parental sur les téléphones me paraît quelque chose d'essentiel, d'indispensable et d'incontournable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la question de la parole et du tabou. Autour de la sexualité, il y a souvent énormément de tabous. Donc les gamins n'osent pas poser des questions à leurs parents, et surtout les parents n'osent pas y répondre. Donc quand il y a quelque chose de la sexualité qui émerge, ça se termine par une fermeture autoritaire et péremptoire quelquefois, alors qu'il est important que la parole circule dans la famille pour toutes les difficultés. Et là, c'est important de mettre des mots corrects sur les questions que peuvent se poser les gamins, et les ados a fortiori. C'est généralement fait par le parent de même sexe parce que c'est moins gênant, mais il faut que ce soit fait, qu'il y ait des mots mis là-dessus, au-delà des tabous et au-delà de la morale, parce que la sexualité, c'est quelque chose qui va avec l'humanité.